Qu'est-ce que ça signifie faire de la microsociologie, de la macrosociologie? Qu'est-ce qu'une approche micro et macro? Pour répondre à cette question, je vais dans un premier temps expliciter quelques principes, quelques erreurs à ne pas commettre pour bien comprendre la distinction entre micro et macro. Dans un deuxième temps, je vais vous donner des exemples, bien évidemment, de donner des exemples. Dans un troisième temps, on va classer, on va dire, les approches sociologiques dans les sciences sociales, disons, dans ces deux manières de faire de la sociologie, de la microsociologie, de la macrosociologie. Et en fin de compte, je vais brièvement parler de l'approche méso. Le premier principe à prendre en considération est le fait que les frontières entre micro et macro, micro, méso, macro ne sont pas étanches, pas du tout. Je dirais que ce sont des frontières artificielles qui ont été théorisées afin de mieux classer toute une série d'approches, de manières de faire de la sociologie. Par exemple, pour des besoins pédagogiques, on représente le niveau micro, méso, macro à travers 3 cercles. 3 cercles, effectivement, le tout petit cercle, c'est le niveau micro, et après vous avez le niveau méso, et après finalement vous avez le niveau macro. On pourrait croire que le niveau micro est complètement séparé, déconnecté du niveau macro, alors que dans le réel, les choses ne se passent pas ainsi. Alors on va donner un exemple pour comprendre que cette étanchéité entre le niveau micro et macro n'est qu'une illusion théorique, nécessaire bien évidemment pour des besoins pédagogiques, mais que dans le réel, elle n'existe pas. Alors l'exemple qu'on pourrait convoquer, c'est par exemple la question de la radicalisation. Du point de vue micro, on pourrait s'intéresser aux motivations, aux préférences de la personne radicalisée, de la personne en processus de radicalisation, et ainsi s'intéresser par la même occasion aux interactions entre cette personne et son entourage. On pourrait s'intéresser aux interactions entre cette personne et ses groupes de pairs, des organisations informelles, alors voire même des organisations formelles. Et là, on est toujours à un niveau plutôt micro, n'est-ce pas? Alors qu'on pourrait également s'intéresser à la question de la radicalisation, n'est-ce pas, du point de vue macro, et s'intéresser aux politiques d'intégration, aux conditions sociales, au taux de chômage, toute une série de paramètres externes à la question de la radicalisation, et regarder la question de la radicalisation à un niveau d'échelle beaucoup plus élevé, d'accord? Alors on pourrait encore monter, disons, au niveau de l'échelle d'analyse et regarder le phénomène du point de vue géopolitique, regarder, si vous voulez, à grande échelle, la question de la radicalisation. On pourrait observer les taux de croissance économique entre les différents pays émergents. On pourrait observer, du point de vue historique, toute une série d'événements dans la longue histoire, et ainsi vouloir expliquer et comprendre la question de la radicalisation à un niveau d'échelle beaucoup plus élevé. Sauf que l'individu radicalisé ou en voie de radicalisation n'est pas du tout déconnecté de ces enjeux géopolitiques. Sa rationalité, ses motivations sont également concernées, sont également impactées par ces enjeux géopolitiques. Ou encore, on pourrait convoquer un autre exemple en économie. Vous voyez, le niveau macroéconomique et microéconomique ne sont pas de même déconnectés l'un de l'autre. Par exemple, on pourrait faire de la microéconomie et s'intéresser à la rationalité des comportements des consommateurs, et faire de la macroéconomie et s'intéresser à toute une série de paramètres externes à la rationalité de ces individus, par exemple au taux de l'inflation, aux politiques budgétaires. Sauf que notre consommateur, avec sa rationalité à laquelle nous avons porté une attention micro, il est également connecté à ces enjeux politiques, à ces enjeux budgétaires, à ces enjeux qui sont exprimés en termes d'inflation, de politique budgétaire, de politique monétaire. Il est parfaitement connecté lui-même avec sa rationalité que nous analysons du point de vue micro au niveau macro. Donc vous voyez bien que le niveau micro et macro dans le réel ne sont pas du tout déconnectés, bien que pour des besoins théoriques, pour des besoins pédagogiques, nous séparons ces 3 niveaux d'analyse. C'est pourquoi je préfère une représentation schématique qui met en évidence cette connexion entre ces 3 niveaux d'analyse. Alors ça, c'était pour ma première remarque. Pour la deuxième remarque, le deuxième élément qu'il faudrait prendre en considération pour bien comprendre la micro et la macro sociologie, c'est que vous ne devez pas confondre l'approche quantitative et qualitative d'une recherche avec sa dimension micro et macro sociologique. C'est-à-dire qu'en d'autres mots, on pourrait très bien faire une étude quantitative avec une approche micro et vice-versa. De même, on ne devrait pas confondre l'individualisme méthodologique et le holisme méthodologique avec une analyse micro-macro. Bien que là-dessus, il y a davantage de subtilité, je reviendrai là-dessus. Alors pour bien comprendre notre propos, il faudrait bien distinguer l'étape de la constatation de l'observation de l'étape de l'analyse, de l'explication, de la compréhension. Alors une observation microscopique est une observation qui descend hautement en singularité, c'est-à-dire va observer des petites interactions, des petits mots, des petits sens, des petites instances, toute une série de réalités à un niveau très
très locale, à une période très courte. Elle va observer des indicateurs les plus concrets, des variables les plus restreintes. Elle va prendre une loupe et voir véritablement le réel dans ses composants les plus petit. Alors qu'une observation macro-sociologique va s'éloigner de ces petits composants du réel, va s'éloigner de la conscience des individus, de leur motivation primaire, va observer toute une série de paramètres socio-économiques complètement indépendants, a priori, d'accord, a priori. Rappelez-vous que le micro et la macro sont malgré tout connectés. Et donc, elle va observer toute une série de paramètres indépendants des rationalités des acteurs. Alors que notre regard, notre observation macro-sociologique va monter au niveau global, va monter notre échelle jusqu'à observer les phénomènes à long terme, à très long terme, va observer toute une série de paramètres qui englobent au sein de toute une série de micro-variables. Alors jusqu'à maintenant, on parlait de l'observation, de la constatation, n'est-ce pas? C'est-à-dire on était dans la récolte des données empiriques, on était en train de les décrire, bien évidemment, et ces données avaient un certain nombre de caractéristiques, à savoir, on les a récoltées avec une loupe, n'est-ce pas? C'était des données micro, ou bien non, on les montait au niveau global, et ainsi on a observé toute une série de variables de type macro. Maintenant, on va passer au niveau de l'analyse, à l'étape de l'analyse, et on va voir qu'on pourrait également faire une analyse micro-sociologique et une analyse macro-sociologique. Alors, c'est véritablement deux étapes différentes, avec cette considération que nous pouvons, à tort ou à raison, attention, nous pouvons, à partir des données micro, faire des analyses macro, et à partir des données macro, faire des analyses macro. Et de même, on pourrait à partir des données micro, faire des analyses micro, et à partir des données macro, faire des analyses micro. L'analyse micro propose des explications internes à la rationalité des acteurs. Par ailleurs, on les appelle des explications intentionnelles. Ce ne sont pas des causes externes, ou quand bien même que vous voulez les considérer comme des causes, d'accord? Ce sont des causes très très locales, d'accord? Très locales, c'est-à-dire c'est des interactions, d'accord? C'est une espèce de déterminisme local, au sens où vous pouvez effectivement considérer que les individus sont influencés, mais c'est au niveau local qu'ils sont influencés. Et ainsi, votre analyse est véritablement micro. Alors pour simplifier notre propos, on pourrait tout simplement dire que l'analyse macro respecte les principes du holisme méthodologique et l'analyse micro respecte les principes du réductionnisme, de l'individualisme méthodologique. Alors, on va donner quelques exemples. Voyons voir l'observation micro-sociologique de notre Max Weber dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Quand Max Weber observe le raisonnement très singulier de notre ami Benjamin Franklin pour en faire l'idéal type, on va dire, de l'esprit du capitalisme, bien évidemment, il fait des observations micro-sociologiques, n'est-ce pas? Il va mettre en avant toute une série de données empiriques, en effet, mais qui ont leur propre singularité, qui sont très très localisées, contextualisées à un moment donné, et qui sont le reflet de la rationalité d'un individu, à savoir Benjamin Franklin. En revanche, au niveau de l'analyse, il y a une transition du micro au macro, puisque Max Weber nous propose une analyse en termes d'affinité élective entre la doctrine protestante, entre l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, bien évidemment en tant que macrophénomène. De même, Malinowski, le père du fonctionnalisme, un anthropologue qui fait des observations micro-sociologiques, hautement micro-sociologiques, nous propose là aussi des analyses macro avec une perspective fonctionnaliste. Sachant qu'auprès de Max Weber, on est dans un paradigme individualiste qui considère que les individus construisent le phénomène, notre macrophénomène, alors que auprès de Malinowski, on considère que les actions individuelles, en réalité, ces comportements individuels ne sont qu'interprétables à travers le prisme d'un fonctionnement global de la société. Alors, tout ce raisonnement, mesdames et messieurs, c'est juste pour dire que faire de la microsociologie n'implique pas qu'on débouche sur des analyses individualistes dans le paradigme de l'individualisme méthodologique, et de même, on pourrait très bien faire des observations microsociologiques et déboucher sur des interprétations holistes. Alors, quant à la question de la méthode d'observation, c'est-à-dire les méthodes quantitatives et qualitatives, je dirais, n'en parlons pas. De toute évidence, vous pouvez faire appel à des méthodes quantitatives et faire de la microsociologie ou de la
microéconomie et vice-versa. C'est-à-dire vous pouvez faire appel à des méthodes qualitatives et faire de la macrosociologie. Alors je reconnais toutes ces considérations sont quelquefois difficiles à saisir, mais néanmoins elles sont importantes puisqu'elles vous permettent de mieux comprendre les enjeux argumentatifs dans les différents paradigmes, dans les différentes approches en sociologie, dans les différentes manières de problématiser. Alors jusqu'à présent on a discuté de quelques principes théoriques pour ne pas confondre la microsociologie et la macrosociologie avec les méthodes quantitatives et qualitatives, bien que dans les faits, quand on fait appel aux méthodes qualitatives, on récolte des données, des observations de qualité micro, d'accord, de qualité micro, et que dans beaucoup de cas, effectivement, cela débouche dans un certain nombre d'approches, cela débouche sur des analyses microsociologiques également. Mais c'est pas une fatalité en soi, d'accord, c'est pas une fatalité, il y a une variété de transition d'observation micro vers analyse micro ou macro et vice-versa. Alors pour donner quelques exemples, quand on fait de la microsociologie, on s'intéresse aux interactions les plus locales, aux interactions entre les individus, entre les petits groupes, aux expériences humaines, ou encore, par exemple, à la manière dont l'identité se construit, ou encore aux microcultures, aux phénomènes de dynamique de groupe. On fait bien évidemment de l'observation participante, on fait appel à un certain nombre de méthodes d'observation qui nous permettent de récolter justement ces données d'ordre micro. On fait de l'ethnométhodologie, cette approche qui, dans les sciences sociales, poursuit les acteurs dans leur quotidien, n'est-ce pas, seconde par seconde, et fait effectivement une observation participante pour bien observer les petites interactions, les micro-interactions de la vie quotidienne. Ou encore, on s'intéresse à leur rationalité, à leur raisonnement. Notamment en économie, on s'intéresse à la rationalité des consommateurs, des producteurs, quand on fait de la microéconomie. En revanche, quand on fait de la macrosociologie, on s'externalise, on monte en échelle, bien évidemment, on va à un niveau global, on regarde la structure sociale, on regarde le fonctionnement, la division fonctionnelle du travail dans la société, on observe toute une série de phénomènes qui se traduisent en termes des formes de stratification sociale. Vous voyez, le niveau d'abstraction est particulièrement plus élevé. En effet, on s'intéresse à toute une série de paramètres qui doivent être définis, qui doivent être clairement définis puisqu'ils ne sont pas, je dirais, saisissables dans l'immédiateté du réel. Et on a toute une série de concepts qui sont porteurs, qui sont la marque de notre regard et notre analyse macro-sociologique, notamment le changement social, les structures sociales, le concept de l'institution, les institutions. Quand on étudie les institutions du point de vue macro, effectivement, ce concept a un sens bien spécifique. Il existe également toute une série de disciplines dans les sciences sociales qui ont davantage une tradition macro, notamment la géographie humaine, ou encore un certain nombre d'auteurs, comme par exemple Keynes, qui fait de la macroéconomie. Quand on discute disons, d'un certain nombre de paramètres dans l'économie keynésienne, notamment l'effet de multiplicateur, ou encore d'autres paramètres économiques qui sont complètement externes à la rationalité des acteurs, effectivement, là, on fait hautement de la macroéconomie. Alors, on peut se contenter de citer uniquement le fonctionnalisme et le structuralisme comme deux approches qui font davantage de la macrosociologie, d'accord, qui font davantage de la macrosociologie. Encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on a effectivement des fonctionnalistes qui proposent des analyses macro à partir des observations micro. Alors de l'autre côté, quand on fait de l'interactionnisme symbolique, non seulement nos observations sont micro, mais nos analyses également. Ou encore dans une large mesure, dans l'individualisme méthodologique de Raymond Boudon, non seulement nos observations sont d'ordre micro, mais aussi nos analyses. Qu'est-ce que l'approche mésosociologique? En quoi l'approche mésosociologique se différencie de l'approche macro et micro? Alors, c'est une question très simple. C'est une question très simple puisque l'approche mésosociologique est certainement intermédiaire entre l'approche macro et micro. On pourrait définir la mésosociologie de par son objet d'étude principal, qui est l'étude des relations sociales, des relations entre les individus, au sein des collectivités qui sont délimitées, au sein des organisations, au sein de toute une série de groupes dont le nombre est relativement restreint. C'est-à-dire on pourrait véritablement identifier les acteurs qui participent à ces collectivités. Alors, on peut difficilement le faire quand on parle de la société, on peut difficilement le faire quand on parle des grandes structures, mais ici dans l'approche méso, au contraire, on est dans les organisations du travail, on est dans les groupes restreints, on est dans les microcultures, on est dans les micro-sociétés, on est au sein des associations, on est au sein des institutions, bien évidemment. Alors, institutions au sens commun, si vous voulez, au sens, je dirais, webérien, pas au sens sociologique spécifique du terme, pas au sens durkheimien, ceci a un sens particulier, on verra ça plus tard à l'occasion. Mais en tout cas, on s'intéresse, disons, à la position de l'individu, au fonctionnement de ces institutions, de ces organisations du travail, de ces
des réseaux parfaitement identifiables. On pourrait spécifier l'approche mésosociologique de par l'étude des organisations du travail. Quand on fait de l'analyse organisationnelle, de fait, la plupart du temps, on a une approche mésosociologique. Et dans cette analyse organisationnelle, on s'intéresse toujours, de manière très classique, à la fois à l'organisation formelle, mais également à l'organisation informelle, à la structure formelle de l'organisation, mais également à la dynamique informelle, à la structure informelle de l'organisation. En tout cas, l'approche mésosociologique est beaucoup plus attentive à l'aspect dynamique des relations sociales, d'où son rapprochement intellectuel, ses affinités intellectuelles avec la psychologie sociale et la discipline de dynamique de groupe, qui a également un regard mésosociologique. Et une des difficultés classiques qu'on rencontre quand on fait de la mésosociologie, c'est justement délimiter le réseau au sein duquel, effectivement, on étudie des groupes restreints, alors qu'on se rend compte très bien que ces groupes sont connectés les uns avec les autres et qu'il existe un certain nombre d'individus qui sont à la fois une position dans les différentes organisations, dans les différents sous-groupes et dans les différentes institutions. Bref, les choses ne sont pas si évidentes que ça. Encore une fois, comprenez bien que toutes ces considérations sont théoriques, c'est juste pour mettre des étiquettes, pour classifier plus ou moins telle ou telle manière de faire de la sociologie. Alors si on doit citer un certain nombre de points pour résumer notre propos au sujet de la micro, méso et macrosociologie. Premièrement, on a dit que les frontières entre micro et macro ne sont pas du tout étanches. Deuxièmement, on a dit qu'il ne faut pas considérer la microsociologie d'office ayant une approche qualitative et la macro d'office une approche quantitative. Ensuite, on a mis un accent sur le fait qu'on pourrait avoir des observations micro, des observations des données empiriques de qualité micro, mais avoir des analyses macro également. Alors, à tort ou à raison, c'est pas ça la discussion, mais ce qu'on met dans le sac de la microsociologie, parfois, effectivement, ne relève que des observations microsociologiques, tandis qu'on en tire des analyses macrosociologiques. Ensuite, on a donné quelques exemples de la microsociologie, de la macrosociologie. On a également classifié un certain nombre d'approches, de paradigmes, plutôt micro et plutôt macro. Et en fin de compte, on a tenté tant bien que mal de définir les spécificités de la mésosociologie. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. À la prochaine.